Bonjour à toutes et à tous. J'espère déjà que vous me voyez, mais surtout que vous m'entendez parce que on va diffuser des images ensemble. C'est pas moi la star de la soirée. La star, ce sont ces collectionneurs qui ont enrichi le patrimoine des musées français. On pourrait d'ailleurs faire une conférence sur les collectionneurs anglais, américains. Comme en effet, Patricia l'a très bien dit, il y a une actualité qui arrive. Alors, on croise un peu tous les doigts dans le monde des musées pour que cette ouverture se fasse, hein, parce qu'elle est prévue fin janvier, c'est-à-dire a priori en pleine troisième vague, hein, puisque c'est ce qu'on nous a annoncé. Et que je tiens quand même à pousser un coup de gueule ici. Je trouve scandaleux, comme tous les gens qui travaillent dans les musées, qu'on ouvre les églises et qu'on n'ouvre pas les musées, qui sont finalement aussi des lieux de culte, des lieux où finalement les gens qui ne croient pas dans des religions croient en l'art. Et l'art est une consolation. Ça, c'est ce que dit Théophile Gautier, un des grands romantiques. Je ne comprends toujours pas. J'en suis à la fois révolté, mais de plus en plus triste en fait. Donc voilà, je faisais ce petit préambule parce que c'est des choses qui, je crois, paraissent vraiment incompréhensibles. Vraiment. Je rappelle juste que dans un musée, on ne doit pas toucher les œuvres. Donc quand je vois que le printemps, par exemple, est ouvert et que moi, je suis passé devant des grands magasins il n'y a pas longtemps, il y a un monde dingue dedans. Voilà, alors on va parler justement aujourd'hui un petit peu de la relation entre le commerce et l'art, parce que ça, c'est quelque chose qui explique aussi ce qu'est la collection. Et donc, si j'ai voulu, alors je vais passer non pas la parole, mais l'image à ces grands collectionneurs. Si j'ai voulu commencer très tôt, c'est parce que finalement, cette histoire des grandes collections, elle s'inscrit dans l'histoire de France, tout simplement. Voilà, donc on va commencer avec Richelieu. On aurait pu d'ailleurs, parce que à un moment, si vous voulez, je me suis dit, faudrait faire vraiment quelque chose de très large, et on pourrait même commencer à la Renaissance avec François Ier et Léonard de Vinci, puisque si la Joconde est au Louvre, voilà, je vais passer en un partage d'écran. Hop, voilà, je veux bien juste un petit retour pour être sûr que vous avez bien l'image, si c'est bien OK pour vous. Oui, a priori oui. Bon. Heu, oui, donc on aurait pu commencer avec François Ier. François Ier qui est, heu, un 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 mécène, mais qui est aussi vraiment un collectionneur, qui a acheté des tableaux de Raphaël, qui a acheté pas mal d'œuvres de la Renaissance, mais aussi, enfin de son époque, mais aussi qui a cherché à collectionner des choses diverses et variées. Mais quand on prend l'histoire vraiment des collections, c'est généralement avec le cardinal de Richelieu que on met en avant cet esprit même du collectionneur. Parce que si vous voulez, c'est pour ça que je vais très peu parler des rois. Je dirais juste un mot de Louis XIV, mais en relation avec la collection de Mazarin. C'est presque légitime et logique pour un roi d'être un collectionneur, hein. C'est presque un pléonasme. C'est-à-dire que quand vous êtes roi, forcément, vous achetez des œuvres pour décorer vos demeures. Et finalement, je crois que ce qui définit le collectionneur, c'est une personnalité du monde politique, social, mais quelqu'un qui a vraiment ce goût de la collection. Et qui dit collection, dit recherche, dit accumulation. Ça, c'est quelque chose qui, parce que finalement un statut qui va évoluer. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. On va comme ça vous voir quelques grands noms, parce qu'il y en a plein que je ne peux pas évoquer, hein, des grands collectionneurs, mais on va voir quelques grands noms et essayer de trouver une évolution dans tout ça. Voilà, je vais couper ma vidéo, je pense que c'est mieux. Et là, on est bon. Alors, vous avez sous les yeux donc le cardinal de Richelieu, qui est Premier ministre sous Louis XIII, donc dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors, je pense que quand bien même on n'est pas des grands connaisseurs de l'histoire de France, vous avez forcément entendu parler de ce personnage, euh, par les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, par exemple. Et c'est vrai que Richelieu a pas forcément une très bonne réputation dans l'histoire de France. Ce qui reste de lui, c'est le côté machiavélique, hein, c'est-à-dire l'homme politique, l'homme rusé. Euh, et en fait, c'est aussi un très très grand collectionneur. Alors, une des premières questions intéressantes pour définir un collectionneur, c'est est-ce qu'un collectionneur euh, ne trouve pas dans l'art une façon de donner une bonne image de lui?
à son époque, mais surtout pour ce qu'on appelle la postérité. Et ça, je crois que c'est quand même un élément. Ah oui, excusez-moi, non, je vais remettre la vidéo parce que je suis habitué à la couper, mais on m'a dit que c'était mieux. Alors je la remets. Excusez-moi, je fais beaucoup de Zoom en ce moment et c'est pas toujours les mêmes conditions, mais je sais que pour euh, nos amis qui sont dans le monde entier, c'est mieux que vous puissiez lire sur mes lèvres. Alors voilà. Oui, donc est-ce que collectionner, c'est pas une façon pour un politique de dire pour le futur, finalement, j'étais une belle personne, pour le dire un peu simplement. Et Richelieu rentre vraiment, je crois, dans cette logique, notamment parce que comme collectionneur, il a commandé des portraits de lui. Et ces portraits de lui sont vraiment une sorte de propagande politique, finalement. Vous voyez ici à droite Richelieu par Philippe de Champaigne. Et il est dans son costume de cardinal, mais il est surtout représenté devant la Sorbonne. La Sorbonne, c'est ici symboliquement affirmé par ce cloître, en fait. Là, Richelieu était le protecteur de l'université de la Sorbonne et il a financé sa reconstruction. Mais là, on rentre plus dans la question du mécène. Hein. Je rappelle, un mécène, c'est un nom qui vient de l'Antiquité, qui vient d'un personnage de l'Antiquité. Et un mécène, c'est quelqu'un qui fait des commandes. Donc Richelieu, ou qui finance des bâtiments, hein, qui finance des constructions. Aujourd'hui, on va vraiment parler du collectionneur. C'est un petit peu différent. À gauche, c'est une sculpture que Richelieu commande à Varin et qui est une des nombreuses versions en bronze qui ont été fondues pour être placées dans les monuments publics, mais aussi dans les résidences de Richelieu. Alors Varin, c'est pas un artiste très connu, mais on a ici quelque chose, voilà, agrandir un petit peu, on a ici quelque chose d'assez symbolique dans les deux œuvres. Vous voyez, il y a une étoile, et cette étoile, au milieu, vous avez un oiseau, c'est une colombe ici. Cette colombe, c'est ce qu'on appelle l'ordre du Saint-Esprit. C'est tout simplement la plus grande décoration euh, politique de la monarchie française à cette époque-là. Aujourd'hui, la grande décoration, c'est la Légion d'honneur, mais ça sera fait sous Napoléon. Donc, on est bien avant ici. Et donc, vous voyez, dans les portraits de Richelieu, on met en avant l'importance du personnage. Et Varin va être aussi sollicité par Richelieu pour faire une médaille. Alors, la médaille aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'intéresse plus personne, il faut être honnête. Mais à l'époque, on collectionne beaucoup les médailles. Et donc Richelieu, alors les médailles qu'on collectionne, c'est des médailles de l'Antiquité. Ce sont des monnaies ou des reliefs comme ça, qui sont des portraits en fait. Et Richelieu avait une très belle collection de médailles, mais il a aussi commandé une médaille moderne à Varin. Et vous voyez, ici, il y a un ange qui fait tourner le monde. Et voilà ce qui est expliqué, en fait, parce que l'image, c'est comme une sorte de code, de symbole. Donc voilà ce qui est expliqué par un proche du cardinal de Richelieu. C'est un globe terrestre environné du ciel, donc qui explique ce que vous avez là, au milieu, là, dans l'image du milieu. Un globe terrestre environné du ciel, au côté duquel, en la partie inférieure de la médaille, alors, nous, sur l'image, c'est à gauche, est représenté un ange ou une intelligence céleste qui roule continuellement ce ciel et les astres qui l'environnent. Cet emblème donne à entendre que le cardinal nommé n'occupe son admirable esprit qu'à des conceptions sublimes et relevées. Donc le cardinal Richelieu, c'est un esprit un peu supérieur qui ne s'occupe que de choses ô combien importantes, et les arts en font partie. Alors c'est pour cela que Richelieu va commander un livre avec des dessins. Vous avez ici une page de ce livre, ce qu'on appelle un album. Et dans l'album, il y a 112 dessins qui ont été réalisés par un artiste italien qui n'est pas du tout qui n'est pas très connu à l'époque, mais qui est un bon dessinateur. Et dans cet album, vous avez les statues antiques qui ont été collectionnées par Richelieu. Et c'est je crois, pour ça que j'ai voulu commencer avec Richelieu, c'est que Richelieu est le premier collectionneur qui veut faire un catalogue de sa collection, qui veut faire ce qu'on appelle aussi un inventaire.
Alors, on a énormément de documents sur les collections de Richelieu. Euh, Beaucoup sont revendus après sa mort. Pas beaucoup, mais enfin, pas tout de suite, hein, je veux dire, mais après sa mort, il y a plein de choses qui sont passées dans des collections différentes. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui au Louvre, par exemple, mais pas que. Et donc, ça, c'est fondamental pour un collectionneur de laisser sa trace dans le passé, de laisser sa trace historique. Et un grand collectionneur, c'est quelqu'un qui veut marquer le passé comme un artiste, finalement. Et Richelieu s'inscrit dans cette idée-là. Et donc, dans les statues de Richelieu qui sont aujourd'hui au Louvre, c'est dans un endroit au Louvre où généralement on ne s'arrête pas souvent. Hein. Euh, c'est un endroit où, parce que c'est là où, encore une fois, on pourrait très bien ouvrir le Louvre en faisant des mesures sanitaires qui passeraient très bien s'il y avait une vraie volonté politique derrière. Mais si vous connaissez un peu le Louvre, il y a beaucoup de gens dans certaines parties, puis il y a plein de parties qui sont vides hein, quand on visite. Donc si on empêche, si on fermait la salle de la Joconde, ça embêterait des gens, mais ça permettrait d'aller un peu partout. Et c'est en dessous de la Joconde, en fait, ça. C'est à l'étage qu'on appelle la salle du manège. Et là, vous avez cette statue et celle-ci. Donc c'est deux statues qui sont en fait des statues antiques qui ont été restaurées d'ailleurs. Vous voyez sur la statue qui est là, en haut là, le bras il est moderne. Quand on dit moderne, c'est-à-dire que le bras il a été refait à l'époque de Richelieu. Ça c'est une chose qu'on fait beaucoup à l'époque. Alors vous connaissez, je suppose, la Vénus de Milo, hein, qui n'a pas été restaurée, on lui a laissé ses bras, mais la Vénus de Milo, elle est arrivée au Louvre au début du 19e siècle. Et à cette époque-là, on ne veut pas restaurer. Mais dans la logique d'un collectionneur comme Richelieu, une statue antique, c'est d'abord un objet de décoration. Donc, ces statues, elles étaient placées, par exemple, au Palais Cardinal, c'est aujourd'hui le Palais Royal en face du Louvre. Et donc, dans les salles du palais, on avait des statues antiques comme celle-ci. Donc ça, c'est une statue antique achetée à Rome par Richelieu en 1630 et que Richelieu fait restaurer. Donc le bras ici et la main, là, on voit assez bien la coupure de la main droite. Richelieu fait restaurer la statue à Rome par un artiste qui est très important à l'époque, qui s'appelle Lalgarde. Et ensuite, la statue viendra décorer son palais à Paris. Dans la collection de Richelieu, donc beaucoup d'œuvres ont été aussi léguées. Et le descendant de Richelieu, c'est son petit-neveu. Son petit-neveu que vous voyez ici, qui est lui aussi un collectionneur. Alors, comme j'en ai beaucoup à évoquer, je vais pas. Enfin, s'il y a des questions, si vous voulez en savoir plus en fin de parcours, je peux vous parler de ce collectionneur-là, parce que là aussi, c'est une histoire assez passionnante. En fait, donc le petit-neveu de Richelieu que vous voyez ici, qui n'était pas un homme d'église, lui, qui était un homme de guerre. Hein. Vous le voyez ici euh, attaquer la ville de Maastricht en Hollande au début du règne de Louis XIV. Et donc, le palais cardinal va être donné par Richelieu au roi et ça va devenir le palais royal. Mais les autres habitations et les autres collections de Richelieu vont aller à ce petit-neveu. Et donc lui, il va acheter des peintures modernes. Quand je dis modernes, c'est des peintures de l'époque, des peintures contemporaines. Il va acheter des Poussins et des Rubens. Et il va être un des grands collectionneurs de la fin du siècle. Mais, encore une fois, Richelieu, c'est un, un point de départ. Et après lui, il y en a beaucoup d'autres. Alors, j'ai dû faire des choix. Le deuxième collectionneur dont je vais vous parler, lui, il habite juste à côté du palais royal de Richelieu, qui est au nord, dans son palais qui s'est au début appelé le palais Mazarin, et dont vous avez ici l'image ancienne et l'image actuelle. Alors aujourd'hui, ce palais, c'est la Bibliothèque nationale. Alors ça, c'est très bizarre, hein, mais c'est la Bibliothèque nationale qu'on appelle Richelieu. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était un nom qui n'était pas très bon, mais on a préféré appeler la bibliothèque Richelieu plutôt que Mazarin parce que Mazarin était très impopulaire en fait.
Et je crois que c'est resté dans l'histoire de France. Donc Mazarin, vous voyez son palais ici, qui est donc au-dessus du palais royal, aujourd'hui encore. Et vous voyez Mazarin, alors c'est un très beau palais, hein, le décor existe toujours. Vous voyez à droite ce décor de la salle principale du palais. Je rappelle que Mazarin est finalement le successeur de Richelieu. Mazarin était un peu ce qu'on pourrait appeler l'assistant de Richelieu. C'était son, son collaborateur numéro un. C'est aujourd'hui, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle dans les autres pays, mais en France, on appellerait ça un directeur de cabinet pour un Premier ministre. Et donc, Mazarin devient le Premier ministre au milieu du XVIIe siècle. Lui aussi, c'est un homme d'église, et lui aussi, c'est un immense collectionneur. Et vous voyez ici le portrait de Mazarin qui a été le plus diffusé de son temps. C'est une gravure que vous avez sous les yeux. Et donc ça, c'est très symbolique, parce que Mazarin a voulu laisser de lui-même l'image que vous avez là sous les yeux. C'est vraiment, c'est lui qui a commandé la gravure à un graveur qui s'appelle Nanteuil, qui est le plus grand portraitiste en gravure de tout le XVIIe siècle quasiment. Donc c'est Mazarin qui a commandé le portrait que vous avez là, et c'est Mazarin qui l'a composé, ce portrait. C'est Mazarin qui a voulu être assis devant la galerie de son palais parisien et devant ses collections, notamment ses collections d'antiquités. Je vais pouvoir les agrandir un peu. Voilà, l'image est pas mal là. Voilà, c'est pour ça que je préfère passer comme ça, parce que là, je peux zoomer un peu. Vous voyez, normalement, voilà, le zoom va arriver chez vous. J'ai juste gardé le visage de Mazarin, mais vous voyez derrière l'étendue des collections d'antiquités. Ce que vous avez au-dessus de la porte, c'est un David en peinture de Guido Reni. Ça, c'est un tableau qui est aujourd'hui au Louvre. Alors, la collection de Mazarin, elle est encore plus riche que celle de Richelieu. Donc, on pourrait faire d'ailleurs une séance entière, hein, et même en une heure, on ne ferait pas le tour de tout ce qu'il a possédé. En fait, Mazarin était un homme immensément riche. Alors, historiquement, ça paraît certain qu'il a profité de sa place de Premier ministre pour devenir encore plus riche. Mais bon, dans l'esprit de l'époque, si vous voulez, je dirais pas que c'est normal, hein, parce que avec tout le milieu actuel et les procès contemporains sur la politique et l'argent, c'est pas, je pense, très légitime de dire ça, mais en gros, c'était régulier, si vous voulez, cette histoire qu'un Premier ministre prenne aussi de l'argent dans les caisses de l'État. Mais avec Mazarin, ça s'est très mal passé, parce que comme il était d'origine étrangère et qu'en plus, il semble qu'il ait eu des relations amoureuses avec la mère de Louis XIV, la reine régente, eh bien, il a été très mal accepté. Et cette fortune, elle a été très, très critiquée, bien sûr. En un mot, en fait, la fortune de Mazarin, vous voyez, j'ai mis le chiffre, je ne sais pas si ça se lit bien, là, c'est bizarre. À l'époque, ce n'était pas des euros ni des francs, c'était des livres. Et donc, à l'époque, la fortune de Mazarin, vous voyez, en gros, c'est 38 millions de livres. Et il y en a pour 2 millions en objets précieux, c'est-à-dire en bijoux et en argenterie. Il y a 400 000 livres en tapisserie, il y a 230 000 livres en tableaux et 100 000 livres en sculpture. Donc, ça veut dire que ce que Mazarin possédait le plus, c'était des bijoux, c'était des diamants. Je vais pas. J'ai préféré, comme on est dans des séances d'histoire de l'art, j'ai préféré un peu laisser de côté les bijoux, même les objets naturels qui font partie des collections. Mais encore une fois, Mazarin, c'est un collectionneur de tout ce qui est aimé à l'époque. Et n'oublions pas qu'il y a aussi des objets naturels, des très beaux coquillages, par exemple, ou des choses comme ça, ce qu'on appelle les naturalia. Ça, c'est des choses que Mazarin avait achetées aussi beaucoup. Mais je vais rester sur sa collection d'œuvres d'art. Donc, il y a des antiquités. Alors, Mazarin, comme il est d'origine italienne, son nom de famille, à l'origine, c'est Mazzarino. Il a des très, très bons contacts en Italie et il va pouvoir faire acheter
des œuvres en Italie. Richelieu avait déjà fait cela. Et c'est aussi ce que va faire Mazarin. Il va acheter par exemple la statue que vous avez ici. Donc elle est conservée comme les statues de, de Richelieu que je vous ai montré avant. Donc dans cette salle du Louvre qui s'appelle la salle du manège, hein, vraiment en dessous des salles de peinture italienne. Et donc c'est un endroit où alors le Louvre a pas la même fréquentation. Bon là il est fermé, mais même quand il avait été rouvert, il n'avait pas la même fréquentation. Mais c'était une salle très bizarre là-bas parce que tous les touristes passaient dans cette salle, mais ils ne s'arrêtaient jamais. Parce qu'en en fait là on a mis les œuvres qui étaient considérées comme très belles à l'époque de Mazarin et qui aujourd'hui sont considérées comme beaucoup moins bonnes. À cause des restaurations notamment, on voit très bien dans cette image à gauche là, on voit très bien que cette statue, elle a été complètement refaite dans la partie basse. Et tout ce qui est au milieu et la draperie de la statue en elle-même, ça c'est original, mais tout ce qui est en bronze doré, tout ça c'est ajouté. Et aujourd'hui, enfin en tout cas au XXe siècle, on n'aime que les choses originales. Donc une statue antique qui a été en partie refaite sous Mazarin, on considère ça comme pas très bien, quoi. Mais à l'époque, pour Mazarin, ça c'était une des plus belles statues qui était dans son palais à Paris. En voici une autre, toujours dans la même salle, au Louvre. C'est l'Hermaphrodite Mazarin. Donc il a pris le nom du collectionneur. Et cet Hermaphrodite est une statue à l'époque qui était très réputée. Pas uniquement pour la qualité, mais surtout pour le sujet. Parce que, vous savez, Hermaphrodite, c'est ce personnage qui est à la fois homme et femme, selon la mythologie grecque. Et des statues de ce personnage mythologique, on en a très peu. Donc, avoir une statue d'Hermaphrodite dans sa collection, c'était forcément quelque chose qui était considéré comme exceptionnel. Et Mazarin, une fois encore, était très heureux d'avoir ce genre de choses. Mais quand on regarde donc les prix de la collection de Mazarin, alors je rappelle que tout ça est connu aujourd'hui grâce aux inventaires qu'on fait à la mort d'une personne pour la succession, pour l'héritage. Et ça, c'est une chance énorme pour l'histoire de l'art. C'est que quand quelqu'un meurt, pour organiser son héritage, on est obligé de faire une évaluation de sa fortune. Et donc, dans l'évaluation, il y a l'évaluation des œuvres d'art. Donc, on met la liste. Et dans les choses qui étaient les plus évaluées à la mort de Mazarin, eh bien, il y a les tapisseries. Alors, je le signale parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît peut-être un peu moins évident. Les tapisseries, c'est les choses les plus chères de l'époque. Parce que ça demande un travail considérable. Aujourd'hui, si oui, dans un musée, bon, je dis généralement, hein, mais ce qu'on considère comme vraiment le plus important, c'est les peintures, c'est quelques sculptures, mais pourtant ça c'est au musée du Louvre, hein, mais voilà, ces tapisseries-là, c'est moins attirant pour beaucoup de gens d'aujourd'hui. Alors les tapisseries sont des objets de décoration, mais qu'on ne place pas toujours, hein, qu'on peut sortir pour des moments exceptionnels si vous faites une réception chez vous. Et là ici, c'est les tapisseries de Bruxelles. Il y en a 12 en tout, qui avaient été achetées par Mazarin très cher, a priori donc en Belgique, enfin dans l'actuelle Belgique, et l'ensemble était estimé 50 000 livres. Donc c'est assez énorme pour l'époque. Ce qui coûte cher dans ce genre de tapisserie, c'est notamment, je ne sais pas si en agrandissant, ouais, on ne le voit pas forcément très bien, mais il y a quelques fils en or qui sont utilisés. Là, ici, je crois qu'il y en a notamment. Et le fil d'or, bien sûr, c'est quand même quelque chose de très précieux. Donc, ça donne un prix encore plus fort à ce genre de choses. Dans la collection de Mazarin, il y avait toute une série d'objets exceptionnels. Et donc, tout n'est pas passé au Louvre. Une bonne partie de la collection de Mazarin, à sa mort, va être rachetée par Louis XIV. Mais une autre partie va passer dans d'autres collections, va être revendue. Et par exemple, ce très très beau coffret oriental, qu'on dit coffret, enfin, c'est pas un coffret, c'est un coffre, hein, très rare pour l'époque, donc qui a été une importation d'Orient
et on en fait quand même pas énormément à l'époque, on en fera plus au XVIIIe siècle. Ça, c'est aujourd'hui à Londres, au Victoria and Albert Museum, qui est un superbe musée d'art décoratif. Et puis, bon, bah, dans la collection de peintures de Mazarin, il y a quelques œuvres très célèbres aujourd'hui et qui, je dirais, n'ont pas perdu leur gloire. C'est par exemple le portrait de Castiglione que vous avez ici, qui est un des plus beaux portraits de Raphaël. Et donc ça, c'est un tableau qui a été acheté par Mazarin en Italie. Et donc, du coup, le tableau arrive en France, dans le palais parisien de Mazarin, et Louis XIV va décider de le racheter. Louis XIV a racheté, on va dire, la grande partie des peintures de Mazarin. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est au Louvre. Et alors, l'œuvre la plus chère de la collection de Mazarin, et c'est là aussi où, bien sûr, l'histoire des collections est une histoire de l'art un peu différente, mais passionnante finalement, parce qu'on voit que regarder les collections du passé, c'est aussi voir que la gloire des artistes, elle change. Et le tableau le plus cher de la collection de Mazarin, c'est pas le portrait de Castiglione. Je dirais qu'aujourd'hui, si on devait vendre la collection de Mazarin, et donc notamment les tableaux du Louvre, je crois que ce tableau-là ferait le prix le plus cher, sans, sans aucun doute. Et ce tableau-là ferait un prix très important, mais sans doute moins cher. Mais il se trouve qu'à l'époque, le peintre Le Corrège, qui est un très beau peintre de la Renaissance, qui est un contemporain de Raphaël, est considéré comme un peintre encore plus beau que Raphaël. Notamment parce que il est considéré comme celui qui poussera l'art de Raphaël vers une grâce assez exceptionnelle. Et donc le tableau, il a acheté 20 000 livres à l'époque. C'est une somme énorme. Quand on regarde les prix des autres peintures, les plus belles peintures, elles font 2000 livres. Donc vous voyez, ça, en fait, c'est 10 fois plus cher que les autres peintures importantes de l'époque. Alors toutes ces données, moi, je les ai trouvées dans un livre. Alors attention, je le conseille, je ne vais pas le conseiller aux étudiants étrangers, ou alors si vraiment vous êtes dans l'histoire de l'art, parce que c'est un livre assez compliqué à lire. Hein. Je vais vous conseiller d'ailleurs un livre plus général, un livre de littérature un peu plus loin dans la conférence. Mais enfin, je signale qu'il y a eu un livre sur les collectionneurs du XVIIe siècle qu'on trouve en livre de poche et qui est un livre incroyablement riche et qui rappelle tout ça, en fait, qui montre tout ça. Pour terminer sur Mazarin, je vous ai dit que sa richesse, mais aussi ses collections, avaient été jugées un peu immorales. Alors, pour se faire pardonner, Mazarin fera une donation. Ça arrive souvent et jusqu'à aujourd'hui, hein, finalement. Et là, on revient à ce critère moral. Est-ce que, en fait, faire une collection et faire une donation de sa collection, c'est pas une façon de se faire pardonner sa richesse? Et je crois que la question, elle se pose très clairement par rapport aux deux nouveaux musées de Paris que Patricia évoquait en introduction. Il se trouve que ces deux musées ont pour origine deux des plus grands milliardaires français. Et donc, ça signale quelque chose, le fait qu'ils n'aient pas voulu forcément revendre leur collection, mais qu'ils l'aient donnée, en fait. D'ailleurs, bon, la collection de Pinault, elle n'est pas totalement donnée, mais enfin. C'est vraiment peut-être Mazarin qui est le premier à l'origine de ça, parce qu'il a fait aussi des dons d'œuvres, mais il a surtout donné donc 2 millions de livres pour créer un collège destiné aux étudiants étrangers de l'époque. Voilà, c'est une sorte d'alliance française avant l'heure, le collège des 4 nations de Mazarin. Aujourd'hui, hein, c'est l'Institut de France, c'est en face de Louvre, je pense que tout le monde connaît ce bâtiment. Mais à l'époque de Mazarin, c'est un collège pour les jeunes étudiants, notamment les étudiants qui viennent de ce qui est aujourd'hui le sud de la France ou le nord, la Picardie notamment. Dans les choses aimées par Mazarin, il y a aussi ce qu'on appelle les objets d'art. Et là, on avance un petit peu, il faut qu'on aille au XVIIIe siècle quand même. J'ai décidé de montrer quelques éléments
de Louis XIV, moins comme collectionneur que comme amateur aussi. Alors, l'une des choses préférées de Louis XIV, c'est ces vases que vous avez là, œuvre qui est au Louvre aujourd'hui, et qui est donc un vase antique. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur vraiment le fait que dans une grande collection à cette époque, les choses qui viennent de l'Antiquité sont les plus réputées. Parce que je dirais qu'il y a une fascination pour les choses anciennes. Et l'Antiquité nous a laissé miraculeusement parfois des vases. Ce que vous voyez là, le vase en agate, là, ça c'est un vase qui vient de l'Antiquité. Mais tout le décor qui est autour, c'est fait par un sculpteur, enfin même un émailleur, comme on dit, un artiste décorateur, en gros, de l'époque de Louis XIV. Et Louis XIV tenait ce goût pour les beaux vases de sa mère, Anne d'Autriche, qui avait fait une collection, et notamment le vase que vous voyez là, qui est aussi au Louvre. Même chose, hein, ce que vous avez au milieu, c'est un vase de l'Antiquité, et tout ce qui est au-dessus ou en dessous, c'est ajouté par un artiste de l'époque qui s'appelle Pierre de la Barre, qui est un des grands magiciens de l'époque au niveau esthétique. Vous voyez, il crée des dragons, c'est des bijoux plus que des vases, ces choses-là. Et donc ça, c'était dans la collection de la mère de Louis XIV, et c'est devenu après une des choses que Louis XIV présentait à Versailles dans des vitrines. Il y avait à Versailles, il y avait des vitrines en verre, et on pouvait voir ces vases. C'est pas fait bien sûr pour être utilisé. Hein. Alors, chose qui peut surprendre, mais en fait, les choses que préfère Louis XIV, eh bien, c'est les médailles à l'antique, comme vous voyez sous les yeux, comme vous avez sous les yeux là. Parmi les médailles impériales, il faut préférer les plus grandes. Donc, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire des médailles impériales, c'est des médailles de l'Antiquité romaine, de l'Empire romain. Et on a donc la citation que je vais lire, elle est en fait tirée d'une lettre qui est écrite à des sortes d'envoyés en Turquie qui doivent trouver des médailles comme celles que vous avez sous les yeux pour Louis XIV. Parce que Louis XIV, en fait, ce qu'il préférait dans tous les objets d'art, c'était les médailles à l'antique. C'est pas les peintures, c'est pas les tapisseries. Et je dirais qu'aujourd'hui, des collectionneurs de ce genre d'objets, il y en a très peu. Hein. Donc, parmi les médailles impériales, il faut préférer les plus grandes, veiller à ce qu'elles soient frappées et non moulées, rechercher les revers à plusieurs figures. Les médailles d'or les plus précieuses sont celles des rois avec diadème et celles des familles romaines. Il faut acheter sans hésiter toute médaille portant un nom de ville. Et dans le journal d'un personnage de la cour de Louis XIV, il nous dit que Louis XIV, le roi étant souffrant après son opération de la fistule, les après-dîners, il s'amuse souvent à voir ses médailles. Et donc, une des seules choses esthétiques que Louis XIV regardait souvent, c'était ça. Alors qu'il avait dans sa collection un ensemble de peintures assez exceptionnel qu'il a acheté lui-même. Mais on peut pas dire que Louis XIV est un collectionneur. Louis XIV rachète des collections de collectionneurs. C'est-à-dire que concrètement, le roi, pour enrichir on va dire le patrimoine de la monarchie française, eh bien, il rachète directement des ensembles d'œuvres, de peintures, de dessins. Alors, c'est-à-dire que parfois, il achète 100 peintures d'un coup à des gens qui ont réalisé des collections très belles. Alors, je vais prendre qu'un exemple, mais il est très important, c'est celui de l'homme que vous avez sous les yeux avec sa famille. Il s'appelle Evrard Jabbar. Jabbar est un banquier, en fait, un fils de banquier d'origine allemande. Il vient d'une famille très riche en Allemagne. Et donc, il va s'installer à Paris. Et une de ses passions, c'est la collection. Alors, je dirais que chez Jabbar, c'est pas forcément dans la logique. Et là, c'est un personnage très intéressant parce que Richelieu-Mazarin, il collectionne pour donner aussi une bonne image d'eux-mêmes, peut-être. Mais Jabbar, c'est vraiment une passion. C'est un homme qui a beaucoup d'argent, mais il aime les œuvres d'art. Alors, il en achète. Là, vous avez sous les yeux le portrait que Jabbar a commandé à Lebrun, qui est le grand peintre du Versailles de Louis XIV.
Alors, ça fait un écho avec l'histoire des collections aujourd'hui, parce que c'est un tableau qui a fait une polémique il n'y a pas très longtemps, parce que ce tableau, il est resté dans une famille anglaise jusqu'en 2014. Et la famille anglaise a voulu vendre ce tableau à la National Gallery de Londres, parce que c'était, bon, pour eux, c'était prestigieux que ce tableau, comme ils étaient anglais, que ce tableau soit acheté par le musée de Londres pour cette époque-là. Et finalement, la National Gallery de Londres n'a pas voulu. Alors, c'est le musée de New York, le Metropolitan Museum, qui a racheté le tableau. Et alors, en Angleterre, ça fait tout un scandale. Mais bon, voilà, du coup, ce tableau, vous pouvez le voir à New York. Mais c'est un tableau, et là, on voit que l'art est international, puisque c'est un tableau de collectionneur allemand, fait par un peintre à Paris, racheté par un Écossais, en fait, enfin un Britannique, on va dire, et qui est aujourd'hui dans le musée américain. Alors Jabbar, donc il faut en dire un mot. Donc c'est vraiment un homme qui avait la passion de la collection, mais bon, comme c'est aussi quand même un homme d'affaires, je crois que c'est aussi un des premiers collectionneurs qui fait du commerce avec cette collection. Ça, je crois que ça vient peut-être de l'héritage familial, qui était dans le commerce et la banque. Et donc Jabbar va revendre ses collections, et on peut dire qu'il est presque un peu un collectionneur marchand d'art. Et par exemple, ici, vous avez l'inventaire de cette partie de collection qu'il a légué qu'il a vendu, pardon, pas légué, surtout pas légué, qu'il a vendu à Louis XIV. Alors, il y a eu plusieurs comme ça ventes, et donc Louis XIV rachète l'ensemble pour une somme très importante. Et vous voyez ici, c'est 101 tableaux et 542 dessins qui ont été rachetés par Louis XIV. Et tout ça, c'est en partie au Louvre aujourd'hui. Alors Jabbar est célèbre parce que il avait fait encadrer ses dessins de façon très particulière. Vous voyez ici, les deux dessins sont au Louvre, donc ont été achetés par Louis XIV en 1671. Ces deux dessins sur les plus de 5000, hein, mais c'est parmi les plus beaux. Ces deux dessins de Dürer, le grand peintre allemand de la Renaissance. Et donc on a ici une opposition. Enfin, on voit très bien que. Enfin, je ne sais pas si vous voyez très bien d'ailleurs, mais je vais l'agrandir un peu. En fait, Jabbar, comme collectionneur, il aimait beaucoup encadrer ses dessins, et donc les dessins qu'il considérait comme des dessins indépendants, il les encadrait avec une bordure un peu beige dorée comme ça, là, comme sur le dessin de gauche. Et les dessins qui sont des esquisses, qui ne sont pas des compositions définitives, comme le dessin de la Prudence à droite, n'étaient pas encadrés pareil. Il y avait un double système d'encadrement qui était organisé par Jabbar. Alors, je ne sais pas si on fait la pause question maintenant, parce que je vais ensuite basculer dans le 18e, ou est-ce que je fais le 18e avant, je ne sais pas. Bon, je vais peut-être continuer un peu. Le 18e est un peu moins dense que le 17e. Alors, oui. Comme vous voulez, il y a quelques questions tout de même sur Richelieu et Mazarin. Oui, bah alors allons-y, oui, vas-y Patricia, je pense que c'est mieux, on fait une petite pause question, peut-être que on peut en faire une après le 18e, et puis je t'écoute. Alors, la première question de Michel d'Alfortville. Richelieu était-il si riche ou a-t-il puisé dans les fonds du royaume? Oh ben, c'est à peu près le même schéma que pour Mazarin. Si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que des gens comme Richelieu étant à la tête de l'État, la fortune personnelle et les caisses publiques sont parfois un peu confondues. Donc oui, il y a une partie, je pense, de la fortune de Richelieu qui vient en partie des caisses de l'État. Après, de toute façon, il venait d'une famille très riche, hein, donc c'est qu'un petit enrichissement de plus, on va dire. Alors, une autre question de Joël qui habite Bourré-sur-Juine en France. Mazarin a été recommandé par Richelieu au roi. Est-ce que c'est ça? Une autre question, Mazarin a-t-il repris la collection de Richelieu? Et enfin, la monnaie de l'époque était-elle donc la livre? Alors, oui, la monnaie d'époque, c'est la livre, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la livre, c'est la monnaie, c'est les pièces d'or, je crois. C'est vraiment la monnaie la plus. Mais ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sous. Donc, il y a différents noms
pour les pièces, mais la monnaie, oui. Si on prend l'équivalent de l'euro à l'époque, oui, c'est la livre. Et tous les inventaires sont estimés en livres. Alors pour Mazarin, donc oui, Mazarin en fait a été conseiller. Alors ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que quand Louis XIV arrive au pouvoir, c'est un petit garçon qui a à peine 10 ans, donc c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui avait mis en place Mazarin. Et Mazarin a été poussé par Richelieu, très clairement, puisqu'il était son numéro 2. Et l'autre, tu m'as dit sur Mazarin, il y a une autre question. Oui, est-ce que en fin de compte, la collection de Richelieu est allée Ah oui. pratiquement toute à Mazarin? Non, alors non du tout. Non. En fait, pour Richelieu, c'est un peu différent. C'est-à-dire que au niveau des transferts de collection, le transfert le plus important pour cette époque, c'est de Mazarin à Louis XIV. C'est-à-dire que Louis XIV va vraiment racheter les plus belles choses de la collection de Mazarin. De mémoire, Mazarin rachète pas vraiment de choses de Richelieu, sauf quelques objets, peut-être des antiques, je crois. Mais en fait, la collection de Richelieu, elle va être en grande partie donnée par héritage à ce petit neveu dont je vous ai montré le portrait à cheval. Et cette collection va être installée dans le Poitou, dans le château de Richelieu, qui est une ville qui tient son nom du château du cardinal. Le château sera rasé à la Révolution, mais les collections qui étaient à l'intérieur ont été saisies par les révolutionnaires et ont été envoyées au Louvre. C'est pour ça que la plupart des choses de Richelieu qui sont au Louvre ont été confisquées à ses héritiers par les révolutionnaires en 1792. Alors que la plupart de la collection de Mazarin vient du rachat par Louis XIV. Pour essayer de faire, je dis ça en grande majorité. Hein. D'accord. Alors, une autre question de Roberto, Syracuse en Italie. Comment se passaient les ventes de ces objets d'art à l'époque? Ah, alors ça, je vais répondre quand on va là bientôt. Donc, D'accord, la réponse est dans la suite du diaporama. entendu. Alors, Suzanne qui nous écrit du Brésil de Lages. Alors, les livres des collections de Mazarin étaient en quelle langue? En italien, en français? Oui. Non, alors les inventaires sont en français. Les inventaires sont en français. Enfin, la collection. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'époque Richelieu, dès Richelieu, mais je ne sais même plus d'ailleurs, parce que je crois que c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts avec François Ier hein, qui fait que tous les documents officiels administratifs en France sont rédigés en français. Donc, il y a une vieille tradition là-dessus. Et donc, Mazarin, en fait, l'inventaire de sa collection est fait à sa mort à Paris. Donc, elle est faite par des Français. Alors, d'ailleurs, une des choses à rappeler pour ces inventaires, c'est que ce sont des artistes, souvent, hein, qui sont chargés d'évaluer la collection. Et donc, ils vont rédiger comme ça. Donc, tout ça se fait en français. D'accord. Alors, Nelly de Paris, peut-on savoir à quoi correspondent les fortunes en livres en comparaison au niveau de vie de l'époque? Alors ça, c'est toujours compliqué, honnêtement, parce que le problème, c'est que il y a des parallèles, mais ils sont un peu… Souvent, on fait parallèle en journée de travail d'un manœuvre ou ainsi de suite. C'est très compliqué de faire des parallèles, honnêtement. Mais c'est des sommes colossales. C'est vraiment des sommes colossales. C'est-à-dire que 20 000 livres pour l'époque, c'est des centaines de millions d'euros aujourd'hui. Et s'il faut, voilà, c'est la même des mesures, quoi. Alors, c'était un peu la même question de Li France-Chine qui nous demandait, oui, par exemple, si un tableau coûte 20 000 livres, combien ça représente pour nous aujourd'hui? Donc, c'est ce que tu as dit, effectivement, que c'était une fortune. Ouais, honnêtement, c'est-à-dire que selon les calculs qu'on ferait, mais enfin, si on cherche un ordre d'équivalence, ça serait entre 20 millions et 200 millions d'euros. Ouais, mais c'est-à-dire que les livres, oui, c'est ça, 20 000 livres, ça ferait des choses comme ça. On serait dans le million d'euros, ouais, minimum. Alors, une autre question un peu plus technique sur la peinture là, de Fatima qui nous écrit de Porto au Portugal.
Combien de temps a-t-il fallu pour faire le portrait de Mazarin? Alors, lequel? Alors, Parce que la gravure ou ou la statue? alors je ne sais pas. Ah, Mettons bah, écoutez, alors pour la gravure, la gravure en fait, c'est la quelque chose. gravure, pardon. Oui, la gravure, ça dépend. Mais enfin, la gravure, c'est un mois environ. Enfin, il y a forcément un Mazarin qui va poser, un artiste qui va faire un dessin de lui, et puis ensuite la gravure en elle-même. Je sais pas, mais une gravure de ce type, c'est un mois ou deux de travail, je pense. D'accord. Alors, une autre question de Dimitra de Kalamata en Grèce. Il y Oui. avait des sculptures dans les collections de Richelieu et aussi de Mazarin, dans les deux? Ah oui, bien sûr, oui. Il y avait des sculptures chez tous les collectionneurs du D'accord. XVIIe siècle, hein. Encore une fois, c'est des choses qui euh, situent une fortune. C'est-à-dire que, imaginez quand vous êtes une personne importante au XVIIe siècle, vous avez forcément une très belle demeure, vous avez forcément un très beau palais, un très beau château. Et à l'entrée du château, si vous voulez montrer votre richesse, ben, vous avez les statues antiques. Donc, je vous l'ai dit, ce qui paraît un peu bizarre, c'est qu'elles sont souvent restaurées. Et en fait, vraiment, la statue antique, c'est un privilège des gens très riches. Parce que voilà, c'est difficile à trouver. Il faut avoir des relations pour les faire venir d'Italie. Et donc, après, évidemment, à la mort de quelqu'un, c'est des choses qui se négocient toujours de façon très élevée. Donc oui, oui, il y a des, mais on peut dire qu'il y a des collections d'antiques. Il y a un collectionneur dont je n'ai pas parlé, c'est Fouquet, à qui on doit le château de Vaux-le-Vicomte, qui est célèbre pour avoir été destitué par Louis XIV. Fouquet aussi, il a des antiques. Tous les grands collectionneurs du XVIIe siècle en Europe ont des antiques. Et d'ailleurs, alors, ben, si c'est cette question-là qui vous intéresse, je ne sais pas si vous pouvez le voir, je vais peut-être sortir du partage d'écran 2 secondes. Là. Voilà. J'ai une réserve de petits livres à vous montrer. Voilà, ça s'appelle, je ne sais pas si vous le voyez bien là, Pour l'amour de l'antique, de Francis Très bien. Haskell et Nicolas Penny. Alors, ce livre-là est passionnant. C'est en fait, alors ça c'est la version poche, donc vous la trouvez assez facilement. Vous voyez, il n'y a plus rien. Mais c'est un livre qui est à l'origine beaucoup plus grand. C'est un grand livre d'histoire de l'art avec plein de photos. Et en fait, c'est un livre qui fait le bilan des collections juste de statues antiques de la Renaissance au 19e siècle. Donc, si vraiment ça vous intéresse, il y a tout. Il y a les prix, il y a la façon dont les œuvres sont très recherchées, comment on les découvre à Rome et comment ensuite, par exemple, au XVIIIe siècle, c'est beaucoup de riches anglais qui vont venir et qui vont essayer d'emporter tout ça. Et quand on visite les châteaux anglais, il y a souvent des statues antiques dedans. Donc oui, c'est vraiment, je dirais que pour un grand collectionneur au XVIIe, il faut des sculptures antiques, des tapisseries flamandes. C'est le minimum. D'accord. Et les Alors, peintures Renaissance. peut-être encore une question Oui. de Chiara qui nous écrit de Toscane en Italie. Est-ce que les nobles qui fréquentaient la cour, non, pardon, est-ce les nobles qui fréquentaient la cour ou bien qui vivaient à la cour? Est-ce que c'est eux en fait qui pouvaient visiter ces collections, eux uniquement ou peut-être d'autres personnes? C'était eux qu'il fallait impressionner sûrement? Oui, mais pas que. C'est-à-dire que au niveau des collections, donc, bon, je crois que j'aurais pas le temps de faire ma petite digression sur le duc de Richelieu, mais lui, par exemple, donc celui que je vous ai montré à cheval, il s'est fait une collection très belle de poussins. Et cette collection, il l'a perdue au jeu contre Louis XIV. Donc, Louis XIV lui a racheté pour couvrir une dette de jeu, et après, il a racheté des Rubens. Et à l'époque, donc là, on est à l'époque Louis XIV, si vous voulez, à la fin du XVIIe siècle. Et à l'époque, à Paris, il n'y a pas beaucoup de tableaux de Rubens. Donc, il va ouvrir son hôtel parisien aux artistes. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est très important aussi pour l'histoire de l'art de rappeler que finalement, on a affaire, si vous voulez, à des collectionneurs qui sont aussi des amateurs d'art. Et donc, beaucoup d'œuvres de Rubens de la collection du duc de Richelieu
seront connus par les artistes de Paris et auront d'ailleurs une grande influence sur leur vision de l'art, parce qu'il suffisait d'écrire en fait à un collectionneur, donc un aristocrate en l'occurrence, et lui dire voilà, j'aimerais voir vos peintures, et l'aristocrate recevait les artistes. Donc c'était alors attention, hein, c'est pas ouvert au public, c'est-à-dire que c'est pas ouvert à tout le monde, mais on va dire que toute personne liée à l'art ou socialement importante pouvait visiter une collection. Ça se faisait assez traditionnellement, on va dire. D'accord. Alors, on va répondre aux autres questions un peu après. On peut continuer. Oui, bah oui, parce qu'il faut que je passe au 18e quand même. Alors, donc, bah c'est pas ça. Ah, excusez-moi, du coup, j'ai refait le partage d'écran. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ok, alors ça arrive. Je vais reprendre là. Donc, le 18e siècle maintenant. Bon, je vais me focaliser peut-être sur les collectionneurs. Je vais aller plus vite peut-être sur développement des ventes. Mais il y a une question auquel je vais répondre, hein, sur comment se vendent ces œuvres-là, parce que c'est aussi une question passionnante pour l'époque. Mais voilà, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je repasse là. Oui, c'est une question passionnante parce que c'est surtout au XVIIIe siècle que ça va se passer, hein, cette émergence de ce qu'on peut appeler le marché de l'art, de la vente des œuvres notamment. Voilà, normalement c'est reparti. Si vous n'avez pas l'image, vous me le dites. Mais on est donc dans le XVIIIe siècle maintenant avec deux des grands collectionneurs de l'époque. Alors là aussi, il y en aurait plein d'autres qui mériteraient d'être mentionnés, mais ces deux-là, on les met souvent en avant. Pierre Crozin à gauche et donc Jean de Julienne, alors qu'ils sont des gens de la bonne bourgeoisie, de ce qu'on pourrait appeler enfin bourgeoisie, mais souvent anoblie, c'est-à-dire c'est les gens qui sont dans la haute administration en France. Et donc des personnalités qui ont souvent beaucoup d'argent, mais qui ont une passion là assez évidente. On va dire que les collectionneurs français du XVIIIe siècle sont des passionnés. Et ce sont aussi, ça c'est l'autre point nouveau, ce sont ce qu'on appelle à l'époque des érudits. C'est-à-dire qu'avec Pierre Crozat et Jean de Julienne, on a affaire à des collectionneurs qui sont, on peut le dire, aussi des historiens de l'art. C'est-à-dire des personnes qui vont écrire sur l'art et qui vont être surtout intéressées par une logique d'encourager aussi les artistes contemporains. Et je crois que c'est le deuxième point qui me paraît un peu changé au XVIIIe siècle. Mais c'est pour ça que donc, la personnalité du duc de Richelieu était intéressante à évoquer, puisque je vous l'ai dit, il a acheté des tableaux de Rubens. Donc, ce n'est pas un peintre contemporain pour lui, mais c'est un peintre récent. Eh bien, Crozat et Julienne, ils vont acheter des peintures d'un peintre contemporain, et ce peintre, c'est Watteau. Mais Watteau va mourir très vite. Donc, on est bien dans la logique de collectionner, puisque le but de ces deux collectionneurs que vous avez sous les yeux va être de rassembler le maximum de peintures de Watteau dans leur collection et de défendre un peu l'œuvre de cet artiste. Et d'ailleurs, le dessin que vous voyez à droite ici, dans les mains de Jean de Julienne, c'est un dessin de Watteau. Alors, dans la collection, on commence avec Crozat, donc c'est celui qui était à gauche. Dans la collection de Crozat, il va y avoir notamment des tableaux de Rubens, donc qui devient, au début du XVIIIe siècle, qui devient vraiment le peintre considéré comme le plus recherché, en fait. Alors, je vous prends ce tableau-là parce que c'est un Rubens assez étonnant. C'est un Rubens de la fin de carrière de ce maître flamand. C'est un tableau d'environ 1640 et il a été acheté par Crozat, mais ensuite, il sera racheté par une femme très connue, c'est Catherine II de Russie, elle aussi très grande collectionneuse. Mais je vous le disais déjà, hein, rien qu'à évoquer les collectionneurs français, on ne va pas avoir assez de temps pour faire tout le panorama, mais le fait est que la collection de Crozat va être en grande partie rachetée par l'impératrice de Russie. Et notamment ce tableau-là, qui est un Rubens. Alors aujourd'hui, ça fait partie des œuvres de Rubens qui sont peut-être considérées comme moins superbes que les œuvres des débuts, quoi. Mais moi, je trouve que c'est une peinture très étonnante avec un Bacchus, vous voyez, assez bien en chair. Dans la collection toujours de Crozat, vous avez ce tableau de Watteau, qui est aujourd'hui au musée de Boston. Donc là, on a affaire avec Crozat à quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a une collection qui va être vendue,
de façon publique, et on va bientôt arriver à cette question-là. Et donc, la collection de Crozat aujourd'hui, si on veut la réunir, il faut faire venir des œuvres du monde entier. Il faut faire venir des œuvres de Boston, des œuvres de l'Ermitage Saint-Pétersbourg, mais voilà, il y a des œuvres au Louvre, hein, mais il y en a un petit peu partout, hein, des œuvres de Crozat. Donc voilà ici un tableau de Watteau qui a été vraiment typiquement le peintre, je dirais à la mode, hein, dans ces années. Je rappelle, Watteau va mourir de maladie très tôt, au début des années 1720, et donc c'est quelques années après, en 1726, je crois qu'il meurt en 1721 ou 23, je ne sais plus, mais et donc quelques années après sa mort, eh bien, on va diffuser un recueil de ses œuvres. Et ce recueil, il va être financé par Julienne, donc l'autre collectionneur, celui dont vous avez le portrait à droite dans l'image de tout à l'heure. Et donc cet ensemble en fait de gravures va être appelé le recueil Julienne. C'est un ensemble, il y a plusieurs livres, si vous voulez, c'est des très grands livres qui font, ça fait presque 1 mètre de haut, hein, ces livres. C'est des livres qui font 80 cm en gros de hauteur, donc c'est des livres de luxe. Et à l'intérieur, vous avez des gravures comme ce que vous avez sous les yeux. Et c'est une sorte de catalogue des œuvres de Watteau, mais réalisées en grand format, gravées et dessinées et gravées par les meilleurs artistes de l'époque. Et là, on a affaire à vraiment enfin, beaucoup d'œuvres qui sont représentées dans ce livre ont appartenu à Julienne. Mais après coup, là encore, elles ont été dispersées. Et dans ces œuvres, il y a la célèbre enseigne du Gersaint que vous voyez là. Je vais l'agrandir un peu, cette enseigne. Alors, une enseigne, c'est un panneau de publicité. Et l'enseigne du Gersaint, aujourd'hui, elle est au musée de Berlin. Et cette enseigne, donc c'est un tableau qui est en 2 parties, mais aujourd'hui, on place les 2 parties côte à côte. À l'époque, elles étaient collées, enfin, placées l'une derrière l'autre, hein, comme une page recto-verso. Et l'enseigne, en fait, elle était donc une sorte de panneau publicitaire sur le pont que vous voyez là, le pont au Change, qui arrive sur l'île de la Cité, près de Notre-Dame de Paris. Et là, il y avait quelques boutiques de marchands d'art. Et donc, Gersaint, c'est un marchand d'art. Et là, vous voyez très bien ce qui se passe à l'intérieur de la boutique. Voilà, je voulais agrandir un peu. Il y a un homme qui vient pour acheter un bijou. Vous voyez, la dame essaye le bijou, là, a priori. Bon, le monsieur a l'air de s'ennuyer beaucoup. Et puis derrière, vous avez des collectionneurs qui sont en train de regarder des tableaux. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on a presque identifié tous les tableaux qui sont derrière. Il y a eu toute une série de recherches. Donc, il y a des tableaux qui viennent de l'Espagne, de la Renaissance italienne. Et là, vous voyez, il y a un tableau qui a été vendu, qui part dans une caisse pour être expédié. Et Gersaint était peut-être pas le premier, mais enfin quand même, c'est l'un des premiers marchands d'art à Paris. À l'époque, on appelle ça d'ailleurs un marchand mercier. Je vais l'écrire sur la conversation. Ah, j'arrive pas. Bon, je l'écrirai plus tard quand on fera la séance de questions. Donc, c'est ce qu'on appelle un antiquaire aujourd'hui. Alors, c'est ce que je voulais aussi rappeler pour ce XVIIIe siècle, c'est que des collectionneurs, je pourrais en évoquer des dizaines, des centaines. En fait, ce qui se passe au milieu du siècle, c'est qu'on va de mieux en mieux organiser les ventes. À l'époque de Richelieu et Mazarin, les ventes étaient organisées après la mort du collectionneur. Et elles sont organisées dans l'habitation du collectionneur, c'est-à-dire dans le palais de Mazarin. La vente aux enchères d'une collection se fait chez l'ancien propriétaire. Et on n'a pas encore de salle de vente. On n'a pas de salle réservée, spécialisée dans la vente des œuvres. Et donc à gauche, vous avez par exemple l'une des nouveautés aussi de l'époque, c'est des catalogues. Donc, alors au XVIIIe siècle, on continue de faire des ventes
chez les personnes, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on fait des catalogues. Et là, vous avez, alors, ça c'est un objet merveilleux qui est au Louvre, mais il y en a dans plusieurs musées du monde. C'est un catalogue qui a été dans la collection d'un dessinateur parisien qui s'appelle Gabriel de Saint-Aubin. Lui, c'est un artiste, mais il est passionné d'art. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une vente importante, il allait à la vente et vous voyez, il dessinait les tableaux. Donc, il n'y avait pas d'image dans les catalogues de vente à l'époque. Là, vous voyez, c'est une vente de 1778. Mais en fait, alors pour l'histoire de l'art, c'est quelque chose de merveilleux parce que il y a des descriptions du tableau ou des tableaux dans le catalogue, mais aujourd'hui, même avec les descriptions, on n'est pas toujours sûr d'identifier l'œuvre. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Saint-Thomas, on a l'image, quoi. Mais c'est lui qui l'a ajouté. Et donc, je rappelle que, alors, ce n'est pas un phénomène français, mais c'est bien de l'évoquer aussi, parce que tout ça se met en place au même moment. Les deux premières maisons de vente, qui aujourd'hui appartiennent d'ailleurs à des milliardaires français, enfin oui, ils sont milliardaires, je pense, tous les deux, et ben c'est Sotheby's en 1744 et Christie's en 1766. Voilà un exemple de vente aux enchères. C'est la vente du duc de Deux Ponts, bon, un aristocrate parmi d'autres. Et donc la vente, vous voyez, elle se fait. Voilà, là vous avez le commissaire-priseur, l'homme qui vend les objets, et les gens sont là. On voit par exemple, a priori, l'homme qui est ici, c'est un religieux, c'est un ecclésiastique. Et là, vous avez les gens, donc on a comme aujourd'hui, en fait, une vente qui se fait par des mains levées. On est prêt à acheter. Et donc ensuite, vous venez chercher les œuvres, vous les emmenez directement. Et donc, c'est Gabriel de Saint-Aubin qui nous permet de garder ce souvenir-là. Et il y a aussi un dernier élément pour le XVIIIe siècle qui me paraît vraiment nouveau. Il y a le début de ce qu'on pourrait appeler la notion d'investissement qui va multiplier les collectionneurs. Alors, c'est le philosophe Diderot, qui est aussi un grand critique d'art, qui nous dit cela dans son salon de 1767. Je le rappelle, le salon, c'est l'exposition qui a lieu tous les 2 ans à l'époque au Louvre d'art contemporain. Et voilà ce que Diderot nous dit. Voici comment raisonnent la plupart des hommes opulents qui occupent les grands artistes. La somme que je vais mettre en dessin de Boucher, en tableau de Vernet, de Casanova, de Loutherbourg. Boucher, il est connu aujourd'hui, les autres le sont moins. Loutherbourg, c'est un peintre de paysage. Et le paysage qui est au-dessus de la citation, c'est un paysage de Loutherbourg. Alors voilà un autre exemple, un artiste qui était très recherché à l'époque et aujourd'hui, il est presque oublié. Tout ça est placé au plus haut intérêt. Entendez par là intérêt économique. Je jouirai toute ma vie de la vue d'un excellent morceau, l'artiste mourra, et mes enfants ou moi, nous retirons de ce morceau 20 fois le prix de son premier achat. Et c'est très bien raisonné, les héritiers voient sans chagrin un pareil emploi de la richesse qu'ils convoitent. Le cabinet de M. de Julienne a rendu à la vente beaucoup au-delà de ce qu'il avait coûté. Julienne, on en a parlé juste avant, c'est le collectionneur de Watteau. À sa mort, quand les œuvres de sa collection sont vendues, le prix a été multiplié souvent par 3, par 4. Donc c'est vraiment le début de ce qu'on peut appeler le marché de l'art, mais aussi l'investissement dans l'art. J'ai à présent sous mes yeux un paysage que Vernet fit à Rome pour un habit, veste et culotte, et qui vient d'être acheté 1000 écus. Les écus, c'est les pièces d'or. Vernet, c'est un paysagiste de l'époque. Et donc, Diderot raconte qu'un dessin de Vernet qu'il avait échangé contre un vêtement, ça vaut aujourd'hui 1000 écus. Alors, c'est ça le XVIIIe siècle. C'est aussi tout un réseau de marchands qui s'organisent pour acheter de l'art qu'on dit aujourd'hui contemporain. Par exemple, l'artiste vivant le plus recherché en Europe à l'époque, c'est Canaletto. On n'en a pas beaucoup dans les collections françaises des Canaletto, tout simplement parce que la plupart des œuvres de Canaletto ont été achetées par les Anglais, et les Anglais étaient beaucoup plus riches que les collectionneurs français pour le XVIIIe siècle. Et alors, il y a d'ailleurs un personnage très célèbre à l'époque, c'est Samuel Hill, le consul Smith, qui est l'ambassadeur d'Angleterre à Venise. Et lui, il est une sorte d'intermédiaire, il est un négociant d'œuvres de Canaletto. Et il va exporter, comme on dirait aujourd'hui, des Canaletto en Angleterre. Donc, vous voyez, c'est vraiment une sorte de basculement, le XVIIIe siècle. Voilà, j'ai mis une citation en haut. Bon, je ne vais pas tout lire, mais
le consul Smith écrit à un collectionneur anglais et lui dit voilà, malheureusement, Canaletto ne lui donne pas les tableaux comme il veut. Et il dit une dispute avec ceux qui excellent dans leur profession les persuade de ne plus travailler pour vous. Ou ce qui est pire, on obtient d'eux, donc il parle des artistes comme Canaletto. Si en gros on force Canaletto à travailler vite, il ne voudra plus donner de peinture. On n'obtient d'eux que des ouvrages sans importance et forcés, notre goût et notre générosité en souffrent tous les deux, bien qu'injustement. Parce que le collectionneur avait écrit au consul pour lui dire « J'attends mes tableaux ». Et les tableaux, c'est celui que vous avez sous les yeux. Là. On va passer au 19e siècle. Je propose peut-être, Patricia, que j'enchaîne, parce que je vois que l'heure avance. Et on va peut-être faire le 19e, puis les questions après, non? Qu'est-ce que tu préfères? Parce qu'il faut que j'aille aussi au 20e siècle quand même. Oui, ouais. Tout à fait. On peut continuer. Voilà, on enchaîne, comme ça on se fait peut-être une petite pause 19e et on fera une conclusion, enfin une dernière partie conclusion sur le 20e avec Doucet et Yves Saint-Laurent, bien sûr. Ok, alors j'enchaîne, donc je continue. Alors on bascule au 19e siècle, après la Révolution. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Révolution, la façon dont les collections des aristocrates ont été confisquées, données au Louvre, parfois revendues. Bon, mais ça dépasse notre sujet là. Il faut qu'on se focalise sur des collectionneurs. Et alors le premier collectionneur qui mérite d'être évoqué au 19e siècle, c'est l'homme que vous voyez à gauche ici. Vous le voyez par son costume, c'est un homme de justice, c'est un magistrat de la Cour des comptes. Alors c'est un homme qui a une certaine richesse, mais c'est pas un homme très riche. Et ça, alors c'est ce que je vais mettre en avant dans le 19e siècle, c'est que je crois qu'il y a une petite nouveauté au 19e siècle, enfin c'est même une nouveauté énorme, c'est c'est la naissance des collectionneurs pas très riches. Je ne vais pas dire pauvres parce que ça serait idiot, l'art n'a jamais rien coûté, mais enfin, on a et c'est ces collectionneurs-là que je vais essayer d'étudier avec vous parce qu'on n'a pas ça avant. Alors, donc du Sommerard, il est magistrat à la Cour des comptes, donc ouais, c'est pas rien, c'est quelqu'un qui est dans la haute société, mais c'est pas quelqu'un qui a une fortune énorme. Et en fait, il va collectionner des choses qui à l'époque n'ont pas beaucoup de valeur. Et ces choses, c'est les œuvres du Moyen Âge. Alors, je vous montre à gauche l'intérieur de le cabinet d'Alexandre du Sommerard. Donc, son cabinet, en fait, on pourrait croire que c'est une chambre, mais vous imaginez que pour dormir dans ce grand bazar, c'est difficile. Donc, c'est pas du tout une chambre. C'est en fait, c'est sa salle où il dépose une bonne partie de ses collections. Et donc, alors, il y a un peu de tout dans la collection, mais ce qui est le plus important, c'est ce que vous avez au milieu, là. Vous voyez, ce coffre, et puis là, les petites sculptures qui sont en fait des ivoires. Et du Sommerard va décider de faire une donation. Enfin, non, c'est pas une donation d'ailleurs. Il va à sa mort, en fait, il a négocié ça avant de mourir. Sa collection, elle va être rachetée par l'État. Donc, à l'époque, c'est le roi Louis-Philippe, en l'occurrence. Mais, honnêtement, elle est rachetée à un prix très raisonnable. Et en fait, la collection du Sommerard, il l'a réalisée dans l'époque Napoléon, donc dans les années 1800, jusque dans les années 1820. Et à cette époque-là, on a ce qu'on appelle le style néoclassique. On ne considère pas l'art du Moyen-Âge comme quelque chose d'intéressant. Ce qui fait que, alors vous voyez, la collection du Sommerard, c'est quand même 1434 œuvres, dont 108 ivoires. Là, vous avez une des plus belles ivoires de sa collection. Et tout ça, aujourd'hui, est au musée du Moyen-Âge, qu'on appelle musée de Cluny, qui va ouvrir juste après cette acquisition. Donc, l'État va racheter à la fois l'hôtel de Cluny, que vous voyez en haut à droite par une très belle aquarelle de l'époque, parce que du Sommerard c'était aussi installé dans cet hôtel. Mais là aussi, bon, c'était finalement moins cher d'acheter l'hôtel de Cluny que d'acheter un hôtel de l'époque Louis XIV. Parce que, bon,
n'estimait pas ça. Et puis, l'hôtel de Cluny, il faut le rappeler, était quand même dans un état de conservation pas terrible. Et à droite, vous avez une des premières cartes postales sur le musée de Cluny, donc qui ouvre en 1843 et qui est devenu le musée national du Moyen-Âge. Mais ce musée, il vient d'un collectionneur. Alors, il y en a eu d'autres au 19e siècle, mais vous comprenez, là, on a une conférence qui est qui est peut-être un peu trop large d'ailleurs, hein, mais on peut citer le musée Guimet, on peut citer le musée Cernucci. C'est-à-dire, c'est des œuvres, c'est des collectionneurs qui ont finalement été à l'origine de musées. Et ça, c'est nouveau. Alors, une des œuvres, là, je fais juste une petite incursion en Angleterre, mais vous allez comprendre pourquoi juste après. Une des œuvres les plus chères du 19e siècle, enfin, c'est même la plus chère, je crois, c'est presque la plus chère qui a été vendue à l'époque. Eh bien, c'est ce tableau que vous avez sous les yeux, qui est aujourd'hui à Londres, dans la collection Wallace. Je vais en reparler de cette collection. Et donc, l'œuvre a été achetée par le marquis d'Hertford. Alors lui, c'est un Anglais, mais alors à l'époque, je cherche le prix, mais c'est un prix assez énorme. C'est 100 000 francs. Parce qu'on est passé en francs à l'époque. 100 000 francs, c'est vraiment une somme là aussi très très importante. En gros, pour l'époque, si vous voulez, déjà quand vous achetez une peinture, 1000 francs, c'est beaucoup. Donc 10 000, c'est énorme, mais là, 100 000, c'est assez incroyable. Alors, ça s'explique parce que le tableau que vous voyez là a eu un succès vraiment immense. Il y a une version au Louvre que vous avez peut-être vue, mais qui est en fait une reproduction, enfin une autre version. Ça, c'est la version originale, avec le cadre original. Et donc ça, aujourd'hui, c'est visible à Londres, à la Wallace Collection. Dans la collection de Lord Hertford, il y a plein de choses qu'il a achetées en France, à Paris. Et notamment, il a racheté les meubles de la reine Marie-Antoinette à Versailles. Pas tous, mais une bonne partie, puisque les meubles de Versailles ont été vendus à la Révolution française. Et finalement, au XIXe siècle, s'il y a beaucoup de collectionneurs, c'est aussi parce que le marché de l'art va énormément se développer. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont vendues, et notamment en France. Et donc, ces meubles de Marie-Antoinette à Versailles, aujourd'hui, il faut aller les voir à Londres, comme ce tableau très célèbre de Fragonard. Tout ça, c'est à Londres, dans l'ancienne collection du marquis d'Hertford, mais qui est ensuite devenue la collection de son fils illégitime, Sir Richard Wallace. Et si vous avez la chance d'habiter à Londres et que vous ne connaissez pas ce musée, ou si vous avez la chance d'aller à Londres, quand on pourra y retourner et que les frontières se rouvriront plus facilement, malgré le Brexit, il y a un musée sublime à Londres, c'est le musée Wallace, la collection Wallace, qui est une collection vraiment exceptionnelle et donc qui a été faite par Lord Hertford et puis donc par ce qu'on appelle un fils naturel, un fils illégitime. Et Sir Richard Wallace a été un des grands collectionneurs de l'époque. Si je parle de lui, c'est parce que c'est un collectionneur anglais, mais il a quasiment tout acheté en France. Et c'était un grand amoureux de la France et surtout de Paris. Et je pense qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui les connaissent, ces fontaines. Pour montrer son amour de Paris, une des choses que M. Wallace a donné à la ville, c'est les fontaines. Alors ça, c'est un acte philanthropique, hein, c'était un acte de charité pour que les Parisiens puissent avoir de l'eau potable, en fait. Et il y a une centaine de fontaines qui sont installées et qui sont financées par Richard Wallace, donc un des grands collectionneurs de l'époque. Mais revenons du côté des collectionneurs de nationalité française. Et alors, celui qui, je crois, mérite vraiment d'être mis en avant pour le 19e siècle, mais encore une fois, il y en a plein d'autres, hein. C'est Louis Lacaze. Parce que lui, c'est l'exemple même du collectionneur. Alors attention, hein, encore une fois, c'est pas quelqu'un pauvre, hein, puisque Louis Lacaze vient d'une famille assez riche et il a été médecin spécialisé notamment dans la grande maladie de l'époque qui est le choléra. Et après sa carrière de médecin, il a passé toute sa carrière à collectionner à partir des années 1850. Mais ce qui est particulier chez Lacaze, c'est que
quand il était médecin, quand il était étudiant en médecine, il a aussi fait des études d'art et il aurait rêvé être peintre. Mais comme il n'était pas très bon peintre, enfin pas assez bon pour en faire son métier, eh bien, et vous voyez sur l'autoportrait à droite, eh bien, il est devenu médecin et en fin de vie, il a collectionné. Et il a collectionné des choses merveilleuses. Mais ces choses merveilleuses, à l'époque, c'était des œuvres qui étaient, je dirais, un peu moins réputées qu'elles ne le seront aujourd'hui, quoi, ou qu'elles le seront après lui, surtout. Il y a une exposition et un livre, si vous voulez faire un beau cadeau de Noël pour vous ou pour quelqu'un d'autre, mais il y a un livre, je pense que ça se trouve encore, qui est tiré d'une exposition au Louvre qui avait été organisée en 2007, 1869, Watteau Chardin entre au Louvre, la collection Lacaze. Et donc, ce collectionneur, il a tout donné au musée du Louvre. C'est presque 600 peintures. Mais le Louvre, en fait, je crois que c'est 583. Bah, c'est marqué là. Non, je sais plus. Non, j'ai enlevé le. Je crois que c'est 583 œuvres et qui sont quasiment que des peintures, parce que lui, il collectionnait vraiment la peinture. Et le Louvre en a pris la moitié et les autres œuvres sont données à l'époque à des musées français comme le musée de Pau, dans les Pyrénées, puisqu'il est originaire de Pau, Lacaze. Alors, ce qui est incroyable dans cette collection, c'est que énormément de chefs-d'œuvre du Louvre viennent de lui. Enfin, énormément. Hein. Pas tous, hein, mais. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il fait une collection, en fait, un peu universelle. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai pris 3 œuvres qui symbolisent cela. À gauche, un tableau de Ribérin espagnol. Au centre, un tableau de Rembrandt hollandais. Puis à droite, autre hollandais, Frans Hals. Dans sa collection, il y a aussi des peintures françaises du XVIIIe siècle, mais alors la baie de Sabet de Rembrandt qui est au milieu, c'est aujourd'hui un des tableaux les plus importants du Louvre. C'est un des tableaux qui est considéré comme un des plus beaux Rembrandt de tous les temps, enfin, de toute sa carrière. Et en fait, Lacaze l'a acheté pour un prix raisonnable parce que voilà, on n'était pas sûr que ça soit un Rembrandt à l'époque, parce que Rembrandt, c'est un peintre qui a beaucoup, qui pose encore aujourd'hui beaucoup de problèmes, c'est qu'il a eu des élèves, donc il y avait plein de Rembrandt qui en fait étaient des tableaux de ses élèves. Et ce qui est incroyable avec Lacaze, c'est que cet homme, eh bien, il a acheté des choses finalement à des prix raisonnables, qui n'étaient presque que des chefs-d'œuvre. Et là, on a vraiment l'exemple du collectionneur qui est aussi un amateur, mais voilà, un amateur qui a un goût incroyable. Et par exemple, un des tableaux les plus célèbres de Watteau, le Gilles, ça aussi, c'est un tableau qui a appartenu à Lacaze. Et donc, il fait vraiment partie de ces collectionneurs qu'on peut dire exceptionnels. Et sa passion, c'était le XVIIIe siècle. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que à cette époque, donc au milieu du XIXe siècle, dans les années 1850, en fait, la peinture du XVIIIe siècle, on commence seulement à la retrouver intéressante. Mais si vous voulez, il y a eu l'époque de Napoléon avec les artistes néoclassiques qui ont trouvé cette peinture de Boucher ou de Watteau vraiment mauvaise, en fait. Et comme il y a eu, si vous voulez, cette réputation d'une mauvaise peinture sur le XVIIIe siècle, on ne peut pas dire que c'était des choses qui étaient très, très chères. Et Lacaze, en fait, a acheté des œuvres exceptionnelles et ça a fait le bonheur du Louvre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt lui dont je voulais parler. Alors, je fais peut-être la pause question et puis on termine avec le XXe siècle, peut-être Patricia, non? Je pense que ce serait peut-être pas mal. Oui. Alors, peut-être juste une question, puisque comme ça, on va aller vite au XXe siècle, mais une question justement de Claudia qui nous écrit de Lima au Pérou. Et ça rejoint un peu ce que tu disais là à l'instant. Quels sont les critères que les collectionneurs prennent en compte pour acheter les œuvres d'art? Est-ce que du coup, ils achètent qu'une période donnée ou qu'un style donné ou bien c'est très variable? Alors, ça dépend des collectionneurs finalement. Ce qui est significatif, si vous voulez, c'est que il y a plusieurs types de collectionneurs. Il y a des collectionneurs qu'on peut dire un peu encyclopédiques. C'est-à-dire des collectionneurs qui aiment un peu tout. Donc, ils vont acheter de la porcelaine chinoise ou qui vont acheter des statues de l'Antiquité et des tableaux de Rembrandt. Et alors,
je crois que Lacaze, puisqu'on vient de parler de lui, c'est vraiment un artiste intéressant c'est un collectionneur intéressant pour ça. C'est que en fait, c'est un collectionneur qui joue par goût. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait un petit peu de façon instinctive chez lui. Il aime certains éléments d'histoire de l'art, enfin certaines périodes plus que d'autres. Il aime plus le XVIIIe siècle. Mais c'est, enfin, si vous voulez, les collectionneurs, mais c'est encore le cas aujourd'hui, soit c'est des collectionneurs qui ont une sorte de vision d'une collection. Et donc, par exemple, ils vont faire que acheter de la peinture XVIIIe siècle, par exemple. Et Lacaze, c'est un mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'il avait vraiment une préférence pour la peinture XVIIIe siècle, mais comme il avait beaucoup de goût pour la peinture en général, il a acheté plusieurs périodes, en gros. Donc, c'est un mélange, si vous voulez, entre les deux. Et je pense qu'il est en cela significatif, ce Lacaze. Après, il y a d'autres collectionneurs qui ont vraiment une passion pour des choses très spécifiques. Du somme rare, c'est le Moyen-Âge. Et lui, je crois que son ambition dès le début, parce qu'on le sait par des lettres notamment, son ambition, c'était de créer une sorte de musée, quoi. C'est-à-dire qu'il a, il a l'idée très précoce. Je crois qu'on a des lettres dès 1820 où il dit voilà, je vais léguer ma collection. Donc, ce qui prédomine pour Lacaze, c'est de trouver des choses rares, mais qui complètent un ensemble. C'est une vue d'ensemble. Alors que pour les collectionneurs, justement, ça fait un peu la transition avec ce dont on va parler maintenant. Pour les collectionneurs comme Yves Saint Laurent ou Jacques Doucet, là, on a affaire plutôt à des gens qui sont plus dans une logique d'acheter sur des coups de cœur. En disant, voilà, ça, je trouve ça beau, donc je prends, ça, c'est moins bien. Donc, c'est plus cette logique-là, en fait, je crois, qui caractérise peut-être le collectionneur moderne. Et je pense, par exemple, alors, il y a le dernier type de collectionneur, c'est le collectionneur investisseur. Alors, je ne veux pas être mauvaise langue, mais je dirais que dans les collectionneurs actuels, c'est ce qu'il y a le plus quand même. Et notamment parce que ce qui pose question aujourd'hui, c'est que les collectionneurs sont conseillés par des marchands. Et donc, qui dit marchand dit forcément investissement. Donc, voilà, les choses ont un petit peu évolué. Je ne sais pas si j'étais clair, mais… Très bien. On peut enchaîner justement alors. Alors, juste parce que je voulais conclure ce 19e siècle, puis enfin, on conclut avec le 20e siècle, mais alors voilà, ça c'est un conseil universel. C'est-à-dire que même si votre niveau de langue n'est pas incroyablement élevé, vous apprendrez le français vous découvrirez le français de Balzac. Ça, c'est vraiment un roman essentiel pour la séance d'aujourd'hui, puisque c'est l'histoire d'un collectionneur. Donc, ça s'appelle Le Cousin Pons. Moi, je préfère cette édition-là en folio, tout simplement parce que l'introduction est faite par Jacques Tuillier, qui est un grand historien de l'art, mais n'importe quelle édition peut faire l'affaire. La préface est du coup un peu orientée sur la vision de Balzac. Balzac était un grand collectionneur aussi. J'aurais pu le mentionner. Beaucoup d'écrivains, les frères Goncourt, qui ont donné leur nom, mais encore une fois, c'est tellement riche tout ça que j'ai été obligé de faire des choix très précis. Mais alors, c'est l'histoire, donc je résume en 2 mots. Le Cousin Pons, c'est l'histoire d'un musicien qui est d'ailleurs, alors lui, il n'est pas très riche. C'est là où c'est un roman, parce que je pense que ça n'a pas existé dans la réalité. Et alors, c'est un homme qui a une telle connaissance des arts qu'il va faire une collection merveilleuse. Un Géricault, par exemple, il va découvrir un Géricault. Et puis, alors, finalement, c'est un homme qui n'a pas de famille. Enfin, il a une famille, mais comme il dépense tout son argent dans la collection, il n'a pas vraiment de quoi manger. Donc, sa famille, il ne veut pas lui donner à manger. Et quand il va mourir, en fait, son héritage, il veut l'offrir, il veut le donner à son meilleur ami. Et la famille ne va pas être d'accord. Je ne vous raconte pas la fin, mais voilà. Et c'est Le Cousin Pons, c'est le plus beau roman, je crois, sur un collectionneur. En tout cas, pour le 19e siècle. Alors, je termine, mais je pense qu'il faudrait, de toute façon, si le sujet vous intéresse, il faudrait imaginer un tome 2 de cette aventure des collectionneurs, parce que tout ça, là, l'idée, c'était de mettre un peu tout ça en perspective. Je termine donc avec Jacques Doucet, hop, je remets l'image, et Yves Saint Laurent. Donc, j'ai pris comme choix pour les
les collectionneurs du XXe siècle, j'ai fait un choix là aussi assez symbolique, à savoir, j'arrive pas à remettre ça, excusez-moi. Voilà. Petit problème avec les partages d'écran. Là, je vais le remettre là. J'ai choisi des couturiers, des grands couturiers, parce que je crois que, et j'aurais pu en citer d'autres, hein, même quelqu'un comme Coco Chanel, par exemple, c'est quelqu'un qui avait une collection, Jeanne Lanvin, qui a laissé son nom aussi à une grande marque de luxe, c'était une grande collectionneuse. Et puis aujourd'hui, les deux grandes collections récentes, bon, là les choses ont évolué, c'est-à-dire que c'est des hommes d'affaires qui sont dans le luxe ou la mode, qui ont fait des collections. Mais je crois que ce qui marque peut-être le XXe siècle, c'est la relation très forte entre la mode et la collection. Et alors, il n'y a aucun grand couturier qui n'est pas collectionneur d'art. Ça, moi, j'en connais pas. Hein. On pourrait dire Karl Lagerfeld, Jean-Claude Gaultier, ils ont tous des collections d'art. Et le premier, vraiment, le nom à mettre en avant, c'est l'homme que vous avez là, c'est Jacques Doucet. C'est, à mon sens, le plus grand collectionneur du XXe siècle. C'était un grand couturier, très apprécié par les femmes parisiennes chic du début du siècle. À gauche, vous avez sa caricature par Capello, qui était un dessinateur parisien. Et puis à droite, c'est Doucet, qui pose avec l'artiste au milieu, c'est Picabia, qui est un artiste proche des surréalistes. Et alors, c'est pareil, Doucet, il mériterait une séance entière, et même en une séance, on ne pourrait pas tout voir. Je résume juste son parcours. Doucet, c'est un homme qui a collectionné d'abord de l'art du XVIIIe siècle, un peu comme Lacaze. Et puis, passé 60 ans, il a tout revendu pour acheter de l'art moderne, de l'art contemporain. Et l'œuvre la plus célèbre qui est passée dans sa collection, ce sont les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Alors, Doucet a acheté cette toile sur les conseils d'André Breton, qui est l'écrivain penseur du surréalisme, mais qui est aussi un intermédiaire. Breton gagnait pas assez d'argent avec ses livres, et donc du coup, il faisait un peu du commerce d'art, hein, Breton. Et il a été conseiller pour la collection de Doucet. Dans la collection de Doucet, il y a plein de chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui au musée d'Orsay. Bon, ça, c'est au MoMA de New York. Mais il est vraiment personnage mythique. Il n'y a toujours pas eu de grande exposition sur Doucet, mais il y a eu une exposition sur Jacques Doucet et Yves Saint-Laurent à la Fondation Yves Saint-Laurent. Vous trouverez facilement le catalogue. J'ai mis quelques photos ici. Les photos ne sont pas parfaites parce qu'on n'avait pas le droit de prendre des photos. Mais bon, moi, je fais ça souvent quand même parce que ça me sert après coup. Là, vous voyez, par exemple, à la base de Jean Dunand, vous avez son nom ici sur la partie basse, qui est un grand artiste du style art déco, qui est celui des années 20. Et donc, tout ça, en fait, c'est collectionné par Doucet, mais en fin de vie, hein, dans les années 1910-1920. Et Doucet a collectionné ce qui se faisait de mieux dans l'art contemporain, après avoir fait une collection 18e. Et puis, alors, ça répond vraiment très bien à ce qu'on évoquait là. C'est quoi les choix de Doucet? Parfois, c'est des coups de cœur. Et par exemple, il avait un tableau de Manet, que vous avez là, qui est aujourd'hui, je crois que c'est au musée de Washington, si je ne dis pas de bêtises. Tableau de Manet, typique de cet impressionnisme à ses débuts. Et vous voyez le cadre que vous voyez autour, là, ça, c'est le cadre qui a été commandé par Jacques Doucet. Voilà. Un siège maintenant fait par Hélène Gray, je crois. Non, ça va être Paul Irib, autre grand nom de l'art déco. Donc, vous voyez les sièges contemporains. Et alors, Doucet a fait construire un hôtel particulier à Paris qui malheureusement n'existe plus, mais qui a été finalement un des grands lieux de rassemblement de sa collection. Et puis, on termine avec Yves Saint-Laurent quand même, hein, bien sûr. Yves Saint-Laurent, que vous voyez ici représenté par Andy Warhol. Alors, ce tableau, il est aujourd'hui à la Fondation Yves Saint-Laurent, qui est devenu un musée pas très loin des Champs-Élysées, petit musée. Et chose qui, je crois, est très significative, je crois que Yves Saint-Laurent et donc son compagnon Pierre Berger sont les derniers collectionneurs, à mon sens, un peu dans la logique du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont une passion énorme pour l'art et qui ont fait une collection sur des sortes de coups de cœur. Ici, c'est donc le portrait d'Yves Saint-Laurent par Andy Warhol.
Donc, dans leur collection, il y avait des choses contemporaines, il y avait des choses anciennes. La collection Yves Saint Laurent, elle a été vendue à Paris en 2009. Et là, je crois que c'est un choix. Il y a deux choses à dire sur la collection Yves Saint Laurent Pierre Bergé. D'abord, ils ont proposé une donation à l'État. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à donner une partie de la collection à l'État français. Mais ils voulaient que cette collection prenne leur nom. Ils ne voulaient pas que les œuvres qu'ils donnent soient ensuite mises dans les collections du Centre Pompidou, par exemple, sans qu'on signale leur collection. Ils auraient voulu, par exemple, une salle entière qui mette en avant leur collection. Et en France, ça, c'est très mal accepté dans les musées. Aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Il y a plein de musées américains, vous avez une salle sur un grand donateur et il y a le nom du donateur en grand à l'entrée de la salle, en haut des tableaux, et ainsi de suite. Mais en France, voilà, il y a une tradition un peu différente. Et donc, du coup, ça a amené une sorte de débat et ils ont décidé finalement de vendre la collection pour financer des choses caritatives. Et vous voyez ici, par exemple, le tableau qui a été parmi les plus chers de la collection vendue en 2009, c'est 35 millions d'euros. Tableau de Matisse superbe, donc qui a été un des records. Le tableau était estimé 10 millions et il a fait 35. Ils ont quand même donné une œuvre au Louvre. C'est le Goya que vous voyez là, qu'on peut voir toujours, enfin pas actuellement, mais dans la salle espagnole du Louvre. Ça prouve, je crois, l'intelligence aussi de ces collectionneurs. Ils ont donné au Louvre une peinture de Goya. Or, le Louvre n'est pas très riche en Goya. Et notamment, le Louvre n'avait pas de beaux portraits de Goya. Et donc, en donnant ce tableau au Louvre, ils ont un peu comblé une lacune du musée du Louvre. Donc là aussi, il y a, je pense, une réflexion intelligente de collectionneurs. Et dans la collection, il y a un tableau qui n'a pas été vendu. Il était estimé autour de 100 millions d'euros. C'est un tableau de Picasso assez exceptionnel. C'est un des derniers tableaux cubistes de Picasso. Et en fait, si vous voulez, a priori, était évalué trop cher. Mais Pierre Bergé ne voulait pas que ce tableau soit vendu. Voilà. Et au final, il a été conservé. Il est aujourd'hui à la Fondation Yves Saint Laurent à Paris. Donc, vous voyez, chose très particulière ici. Il y a aussi, je crois, dans l'idée de Pierre Bergé qui vend la collection après la mort d'Yves Saint Laurent. Et ça, c'est une idée qui est très forte chez certains collectionneurs, notamment chez les frères Goncourt, dont je n'ai pas pu parler aujourd'hui. C'est que quand vous êtes collectionneur, ce qui compte, c'est que les œuvres d'art passent ensuite à d'autres collectionneurs. Voilà, il y a une sorte, il y a le bonheur, en fait, quand vous êtes un grand collectionneur, de racheter une œuvre d'une grande collection. Et l'idée, c'était ça, de diffuser finalement l'art à travers, on va dire, l'image d'Yves Saint Laurent. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand vous êtes un grand collectionneur et que vous avez un tableau de Picasso qui a appartenu à Yves Saint Laurent, ça donne encore plus de valeur à l'œuvre, en gros. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu. Enfin, on a eu beaucoup de questions, mais j'en suis ravi. Je suis à peu près dans le temps qu'on s'était fixé. Donc, je vais m'arrêter là, justement pour laisser la place un peu à des réflexions. Donc, je vous écoute. Alors, justement, Wilfried, donc, qui écrit de Courbevoie en France. Alors, selon vous, selon toi, qui sera pour vous donc le futur grand collectionneur dans les 15 ans à venir? Une personne sort-elle aujourd'hui du lot? Honnêtement, je ne connais pas assez bien les collectionneurs internationaux. C'est-à-dire que, par exemple, un des grands collectionneurs actuels, alors si on prend en France, il y a nos deux milliardaires créateurs de musées. Donc, est-ce que ce sont des grands collectionneurs? Je sais pas. Moi, je prends par exemple, parce que je ne peux pas juger la collection Pinault parce qu'on ne peut pas encore la voir. Si je prends l'exemple de la Fondation Vuitton, moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas été emballé. C'est-à-dire que je trouve que c'est une collection qui est vraiment basée sur une image de l'art contemporain qui est portée par le marché de l'art. Donc, ça dépend ce qu'on appelle un grand collectionneur, si vous voulez. Est-ce que le grand collectionneur, c'est la case? Vous voyez, par rapport à tous ceux que j'ai montrés, ou c'est Mazarin, j'en sais rien. Vous voyez, pour moi, parce que je trouve ça plus génial de faire une immense collection avec moins d'argent.
mais j'en sais rien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui achètent vraiment de l'art contemporain, des artistes sous-évalués. Et cette collection, quand elle sera donnée dans 30 ans, peut-être qu'elle sera importante. Je crois, par exemple, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a plein de choses qui ont changé par rapport au monde de la collection. C'est l'importance vraiment des marchands. Et aujourd'hui, si vous allez à Avignon, il y a un musée d'art moderne à Avignon qui s'appelle la collection Lambert et qui est la collection d'un ancien marchand. Donc, ce qui pose débat aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui sont des marchands sont aussi des collectionneurs. Et ensuite, ces marchands collectionneurs font des musées ou des fondations. Ce qui pose aussi débat, c'est que pour la collection de Pinault, on a affaire à quelqu'un qui possède aussi l'une des plus grandes maisons de vente au monde. Donc, ce qui est gênant quand même dans ça, c'est qu'il y a, si vous voulez, une sorte de connexion directe entre les grands collectionneurs et les grandes institutions de vente d'art ou les grands marchands. Donc, je crois que pour moi, le grand collectionneur des années qui viennent, c'est celui qu'on connaît, c'est peut-être celui qu'on ne connaît pas et qui est en train de trouver les artistes contemporains qui marqueront l'histoire de l'art dans 50 ans. Mais ça serait ça. Par exemple, alors je prends un exemple aussi d'immense collectionneur pour sortir de la France, c'est Monsieur Pérez Simon, SEO, enfin comme Simon, en prénom chez nous, qui est, je crois, aujourd'hui, les milliardaires ont un petit peu changé dans le podium là, mais je crois il a longtemps été l'homme le plus riche du monde. Il est mexicain, il dirige les télécoms mexicains et ainsi de suite. Et il a une collection énorme. Beaucoup de peintures du 19e siècle. Il a acheté beaucoup d'œuvres de Rodin, récentes ou anciennes. Il a même fait un musée Rodin à Mexico. Vous imaginez, c'est dingue. Il a créé un musée avec que les œuvres de Rodin, achetées récemment. Donc, voilà, lui, c'est peut-être, si on prend la quantité, si on prend, je dirais, si on évalue même la collection d'elle-même, le grand collectionneur actuel, pour moi, c'est P.A. Simon. Mais voilà, je dirais que c'est difficile hein, quand même comme question d'y répondre de façon objective. Et justement, toujours de Wilfried, il vous demande dans les musées Pinault, y aura-t-il une différence entre les œuvres exposées à Venise et celles exposées à Paris? Est-ce que ce sera deux musées différents ou des expositions qui s'expatrieront? Non, alors non, ça serait deux musées différents. Puisqu'ils gardent aussi la collection vénitienne et les instituts, enfin les musées vénitiens. Et donc, non, ce sera deux choses complètement différentes. Alors, rappelons que la collection Pinault, c'est 5000 œuvres, donc il y a de quoi faire quand même. Après, évidemment, il y aura des sortes de va-et-vient entre les œuvres. Au niveau de la politique d'exposition, là, moi, je ne peux pas trop vous répondre là-dessus. Je pense quand même qu'il y aura sans doute des expositions en commun avec ce qu'on peut appeler des expositions monographiques. Donc, s'il y a, je ne sais pas, moi, une exposition sur Andy Warhol, il y en aura une partie, elle viendra à Venise et ensuite elle ira à Paris. Mais on a affaire, si vous voulez, à quand même deux institutions, deux institutions muséales différentes. D'accord. Eh bien, écoutez, il n'y a plus de questions. Moi, j'avais peut-être une petite question par rapport à Agnès B, justement, qui, elle, a sorti, elle aussi, sa collection. C'est une façon de collectionner très différente. Elle parle beaucoup, en fait, de sa relation avec les artistes. Je me demandais ce que tu en pensais, justement. Oui, Agnès B, ce qui est intéressant chez elle, c'est que c'est une collectionneuse mécène. Ce que ne sont pas du tout... le cas de la Fondation Vuitton et la collection Pinault. Là, on est plus dans un système de collection traditionnel, mais encore une fois, qui est vraiment en connexion, pour moi, trop forte avec le marché de l'art. Oui, Agnès B, c'est intéressant, en effet, sa démarche. C'est-à-dire que mais ça, alors, ça s'inscrit aussi dans toute une logique dont j'ai peut-être pas assez parlé, mais de mécénat direct, c'est-à-dire que, et ça naît au XVIIIe siècle, je pense, avec Julian et Croizat, dont je vous ai parlé. Il faut juste rappeler, par exemple, pour le cas de Watteau, c'est que Watteau, c'était un artiste qui n'avait pas de domicile fixe. Donc, il était hébergé comme ça, et Julian l'hébergeait chez lui. Et donc, Julian faisait des commandes directes à Watteau. Il lui disait, voilà, je voudrais un tableau comme ça, ou dès que Watteau faisait un tableau qui lui plaisait, il lui achetait directement. Donc, et Agnès B, c'est un peu ça. C'est la logique, en fait, de ce que j'appelle le collectionneur mécène, qui ancre son... et alors, autre exemple, on sort ici de France, mais l'exemple de Barnes, l'immense collectionneur américain,
La Fondation Barnes, elle est intéressante pour ça, parce que Barnes, lui, c'est quelqu'un qui sortait complètement du schéma des collectionneurs du début du XXe siècle, qui passaient par les intermédiaires, qui n'étaient pas toujours des marchands d'ailleurs. Hein. Encore une fois, André Breton est un écrivain, mais comme il connaît bien les artistes, il sert d'intermédiaire et puis il prend une commission en fait sur les œuvres. Et là, Barnes, ce qui était intéressant, c'est que lui, il avait acheté directement chez les artistes. L'exemple le plus célèbre, il va à Montparnasse, il visite l'atelier de Soutine, qui n'a même pas assez d'argent pour se payer des chaussures, et il lui achète d'un coup une centaine de tableaux. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça, et un SB s'inscrit dans cette logique-là. Donc, encore une fois, ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'était une sorte de panorama. C'est peut-être un peu trop ambitieux de faire 4 siècles comme ça en un moment si court, mais on pourrait aussi imaginer un deuxième tome où on ciblerait sur d'autres choses. Mais vous voyez, l'idée, c'était de vous montrer quand même différents types de collectionneurs et comment ça évolue quand même à travers chaque siècle. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Eh bien, bonne soirée à tout le monde. Et au plaisir de vous retrouver sur Zoom ou ailleurs. Merci. Alors, Patricia, si vous voulez donc introduire les belles surprises qui nous attendent pour l'année prochaine. Oui, alors en janvier, nous avons donc 3 rendez-vous. Le premier, c'est un rendez-vous littéraire avec donc Olivia Ruiz qui sort son premier roman qui s'appelle La commode au tiroir de couleurs, édité chez Lattès. Donc, ça sera le mardi 19 janvier 2021. Et puis ensuite, nous avons le 22 janvier, un vendredi, François Saltiel, qui est un journaliste qui est souvent sur Arte, vous savez, dans l'émission 28 minutes, et qui va nous parler de La société sans contact est-elle inéluctable? Et enfin, jeudi 28 janvier, une autre conférence, cette fois-ci de Philippe Grandcola, qui est spécialiste de biodiversité et qui parlera donc de maladies émergentes et Covid-19, d'où viennent-elles? Voilà. Et puis, une belle surprise, dans le cycle de rencontres littéraires Je viens de loin, j'écris en français, nous avons le plaisir d'accueillir Amine Malouf, voilà, qui va nous parler notamment de son dernier ouvrage, Nos frères inattendus, et ça sera présenté par Bernard Magnier, donc le mardi 2 février 2021. Voilà. Voilà, et puis plein d'autres belles surprises pour l'année 2021. Merci beaucoup Guillaume pour cette conférence passionnante. On a eu plein de beaux témoignages dans le chat. Merci beaucoup à tous pour votre participation, vos encouragements. Donc, sachez que le plaisir est grandement partagé et que nous sommes impatients de vous retrouver en 2021. Voilà, très bonne fête à tous. Oui. À bientôt. À bientôt Patricia, à bientôt Guillaume. Au revoir, bonne soirée tout le monde.